La biodiversité n'a pas que des rôles en termes de résilience de l'écosystème. La biodiversité rend aussi des services à l'homme qu'on appelle les services écosystémiques. On en avait déjà un peu parlé en TP. Donc on va appeler services écosystémiques toutes les propriétés, tous les fonctionnements de l'écosystème qui permet d'amener du bien-être à l'homme ou à la nature. C'est pas forcément exclusivement centré sur l'homme. Par exemple, la dépollution des eaux profite aux êtres humains, bien sûr, mais profite aussi à la nature. Donc on pense évidemment à tout ce qui est approvisionnement, puisque à l'intérieur d'un écosystème, on a le cycle de l'eau, donc ça permet d'épurer les eaux de leurs polluants. On a aussi un certain nombre de composés de l'air qui peuvent être fixés par les différents organismes, donc par exemple le CO2 qui est fixé par les végétaux. Le fonctionnement du sol qui dépend aussi de tout le réseau trophique. Bien sûr, pour nous, êtres humains, le fonctionnement de l'écosystème nous apporte de la nourriture animale ou végétale, mais aussi tout un tas de molécules utiles, donc par exemple pour faire des tissus, toutes les fibres que l'on utilise qui sont des matières végétales. Et puis un dernier aspect, c'est que les êtres vivants sont aussi des ressources génétiques que l'on peut utiliser après pour l'amélioration des plantes pour l'agronomie. On a vu aussi l'aspect puits de carbone, donc régulateur du climat. Donc les forêts, tant qu'elles ne sont pas à maturité maximum, sont des puits de carbone. Ensuite, elles sont à l'équilibre. Les prairies, par leur sol, sont des puits de carbone. Tous les sols, quels qu'ils soient. Les océans aussi. Et en fait, tous les écosystèmes sont des lieux de fixation de carbone. Certains en relarguent aussi un petit peu, et donc il faut regarder le bilan. On a aussi des effets de régulation. Ça, c'est particulièrement bien connu pour les zones inondables qu'on a beaucoup détruites, qu'on a beaucoup asséchées, on a beaucoup drainé, tout ce qu'on appelait les marais. On a drainé tout ça parce qu'il y avait un certain nombre de pathogènes qui se développaient dans l'eau stagnante. Et donc c'est pour éviter ce genre de problème qu'on a drainé. Et puis en plus, comme ça permettait de récupérer des terres qui étaient cultivables ou constructibles. Mais alors le problème, c'est que toutes ces zones avaient un effet tampon, c'est-à-dire qu'elles absorbaient une grande quantité d'eau, ce qui fait que toute cette eau qui n'est plus absorbée par tous ces marais, on le retrouve dans les rivières et il y a beaucoup plus d'inondations. Donc c'est pour ça que, par exemple à Angers, il y a eu tout un travail de drainage, mais on a gardé des zones inondables pour justement conserver cet effet tampon. Il est rare que ça ait été fait dans les villes, la plupart du temps il y a eu un assèchement complet, d'où les problèmes d'inondation dans un certain nombre de villes. L'inertie climatique, ça rejoint l'effet de puits de carbone. Il y a tout un tas de services qu'on appelle les services autogéniques, c'est-à-dire qui permettent à la vie de continuer de se produire, donc tout ce qui est cycle du carbone, cycle de l'azote, fixation des métaux, que du coup nous n'absorbons pas. Et puis il y a aussi une dimension plus culturelle des écosystèmes, c'est qu'en fait on se rend compte qu'il y a un certain nombre de pathologies que l'on voit dans des milieux très très anthropisés, des grandes villes où il n'y a pas de parc du tout. Il peut y avoir certaines personnes qui présentent des troubles et qui sont grandement améliorés par le fait de les amener tout simplement dans la nature. Donc il y a une composante que certains n'hésitent pas à qualifier de spirituelle dans cette relation à la nature. Il y a aussi tout un usage récréatif, aller se promener, aller faire du VTT, etc. Et donc il y a la nature est aussi un lieu de tout un tas d'activités pour l'être humain, d'activités scientifiques, d'activités aussi récréatives. Donc au début de ce cours, on a surtout décrit l'écosystème comme quelque chose de très statique. Et puis, à partir du moment où on a commencé à faire fonctionner le réseau trophique, vous avez commencé à voir quelque chose de plus dynamique, comment ça fonctionne. Mais là, on voit aussi une variation dans le temps, qui est que l'état d'un écosystème peut changer parce qu'il y a toujours des modifications. Et donc, si cet écosystème n'est pas résilient,
en particulier si son espèce clé de voûte est endommagée. À ce moment-là, il va se transformer radicalement et devenir un autre type d'écosystème. Par contre, s'il est résilient, ce qui permet à ces espèces clés de voûte de survivre, à ce moment-là, il retourne à son état initial. Donc dans les modifications abiotiques, c'est généralement l'apport de ce qu'on avait appelé des facteurs limitants qui va avoir un effet. Donc très souvent l'azote ou le phosphore. Et dans les milieux aquatiques, cet apport d'azote ou de phosphore fait le phénomène que nous avons décrit sous le terme d'eutrophisation, c'est-à-dire que la production primaire qui était limitée par la faible disponibilité d'azote et du phosphore explose, ce qui finit par déstructurer totalement l'écosystème, en particulier parce que la lumière a beaucoup de mal à passer, l'oxygène est fixé, et donc ça détruit le reste des organismes, et on change radicalement d'écosystème. Si le problème n'est pas traité à la source, le lac disparaît et finit par être comblé. On a aussi des modifications biotiques, donc très souvent ce sont des espèces invasives ou des espèces qui se déplacent d'un écosystème à l'autre sans pouvoir être véritablement qualifiées d'invasives. Donc là, ça perturbe le fonctionnement du réseau trophique. Il peut y avoir aussi des activités anthropiques dans le cas du surpâturage, parce que là, on amène trop de bovins à l'hectare. Et si on amène trop de bovins à l'hectare, alors on va forcément sélectionner les espèces qui sont les plus basses, donc les espèces rampantes qui ont des rhizomes, les espèces en rosette pour lesquelles il n'y a pas de croissance des interneux, et les espèces qui ont une forte capacité de repousse. Donc ces espèces vont très fortement se développer au détriment d'autres espèces qui en quelques années peuvent complètement disparaître. Et donc ici, l'herbivore, le phytophage, modifie la biodiversité des herbacées et modifie les proportions des différentes herbacées. Et donc forcément, ça change le réseau trophique puisque il y a des animaux qui se nourrissent de certaines herbacées et pas d'autres. Certaines se nourrissent des poacées, d'autres des fabacées, d'autres des dicotylédones qui ne sont pas des fabacées. Donc ça va modifier tout le réseau trophique et toute la question est de savoir si le réseau trophique se maintient, alors l'écosystème sera dit résilient, ou si ce réseau trophique est profondément perturbé. Donc cherchons à savoir quels sont les facteurs de résilience dans un écosystème. Donc la résilience, comme on l'a dit, c'est la capacité d'un écosystème à tolérer une perturbation, c'est-à-dire il n'est pas rigide, il n'est pas indemne, mais il tolère cette perturbation parce qu'il peut revenir à son état initial ou un fonctionnement similaire à son état initial sans changer radicalement du type d'écosystème. Alors qu'est-ce qui fait qu'un écosystème ne va pas être résilient? Donc c'est ce que j'ai appelé ici les facteurs aggravants. Souvent, c'est s'il y a déjà eu une perturbation préalable, si l'écosystème était déjà dans un processus de dégradation, même s'il était en cours de résilience pour ce premier facteur, si un deuxième facteur s'y ajoute, à ce moment-là, il est rare que l'écosystème puisse rester résilient. Nous avons vu aussi que le manque de complexité du réseau trophique était aussi un facteur aggravant. Si le réseau trophique présente peu de liens entre ces individus, alors il n'est pas redondant et la disparition d'une espèce va faire disparaître toutes les autres espèces qui se nourrissent sur lui et va faire proliférer les espèces dont il se nourrissait. Troisième facteur que nous avions déjà décrit, les effectifs. Donc on a parlé de l'effet Ali, A2LEE. Cet effet est dû au fait que quand une population passe en dessous d'un nombre critique, la population entière s'éteint. Et donc, si le réseau trophique est perturbé, comme on l'a dit, il y a des espèces qui vont moins pouvoir se développer, qui risquent de passer en dessous de ce seuil et disparaître complètement. Même problème si on a une faible variabilité génétique. À ce moment-là, si la perturbation nécessite une forte variabilité ou des allèles que cette population n'a pas, comme il y a une faible variabilité génétique, si l'allèle de résistance n'est pas présent dans cette population, eh bien c'est tous les individus qui vont être touchés par cette perturbation.
Les facteurs de résilience, c'est bien sûr l'inverse. Donc plus le réseau trophique est complexe, plus il y a de voies parallèles et donc les espèces peuvent se maintenir même s'il y en a une qui disparaît. L'abondance des effectifs qui fait qu'on ne passe pas en dessous du seuil critique. La biodiversité, c'est en lien direct avec la complexité du réseau. Plus vous avez d'espèces, plus la probabilité que le réseau soit en parallèle, ne soit pas en parallèle, fasse de très nombreux nœuds, soit extrêmement redondant, va être important. Et puis bien sûr, c'est la diversité génétique à très long terme qui est un facteur de résilience, puisqu'il pourra y avoir adaptation par sélection, parce qu'il y a suffisamment d'allèles pour qu'il puisse y avoir cette sélection. Donc les écosystèmes peuvent être extrêmement résilients. Un très bon exemple, c'est toute la zone autour de Tchernobyl, qui a été donc grandement polluée par la pollution radioactive, et on aurait donc pu s'imaginer que les écosystèmes soient totalement perturbés. Et en fait, aujourd'hui, c'est une réserve naturelle dans laquelle on a beaucoup d'organismes sauvages qui sont revenus parce que les chasseurs, eux, ont disparu, et dans lesquels on a même pu réimplanter certaines espèces, comme par exemple le cheval de Przewalski. Donc dans les éléments de résilience et aussi de services écosystémiques, on a la dépollution des sols. On a longtemps pensé que les sols ne faisaient que fixer les différents polluants et qu'ils les relarguaient ensuite. Donc le problème, c'est que les polluants restent dans le sol, on pense, au moins 30 ans. C'est un recul qu'on a avec l'atrazine qui a été interdit en France depuis 2003 avec une interdiction qui a été sévère et bien suivie et qu'on retrouve encore et dans le sol et dans l'eau parce que le sol libère tout doucement de l'atrazine tous les ans depuis cette période et continue à polluer les cours d'eau. Donc c'est quelque chose de problématique puisque c'est un perturbateur endocrinien. Et en fait, il y a une part de dépollution biotique puisque on s'est rendu compte que dans un sol qui contient beaucoup de lombriques, on pouvait avoir des effets, mais à condition qu'il y ait des bactéries. Parce qu'en fait, l'effet des lombriques est plutôt un effet mécanique. Donc en aérant bien le sol, il augmente la surface de contact des bactéries avec les sites de fixation de l'atrazine. C'est assez souvent sur les argiles que l'atrazine est accrochée. Ce qui fait que les bactéries se développent autour de ce complexe argilo-humique et peuvent dégrader davantage cette atrazine. Donc ici, c'est la biodiversité, et en particulier la biodiversité bactérienne, qui est utilisée pour, qui est naturellement présente dans les sols et qui permet de dépolluer les sols. Donc là, on a une résilience spontanée et que l'être humain essaye d'utiliser. On essaye de mieux connaître ces différentes bactéries, celles qui dégradent les pesticides, mais aussi celles qui permettent de solubiliser les métaux. Et là, on les utilise plutôt en géologie pour les ressources. Donc d'une manière générale, on peut dire que plus il y a de complexité, plus il y a de biodiversité, plus il y a de résilience. Or, on avait parlé des successions végétales. Au tout début, les premières successions végétales très rases, de prairies, etc., présentent assez peu de biodiversité, des réseaux trophiques plutôt simples, pas très complexes. Donc ce genre d'écosystèmes extrêmement ouverts sont des écosystèmes fragiles. Or, justement, ce sont généralement les écosystèmes que nous utilisons en agriculture. Des écosystèmes où il y a des buissons, voire des écosystèmes où il y a des arbres, sont des écosystèmes dans lesquels on a beaucoup plus de biodiversité, beaucoup plus de résilience, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains écosystèmes dégradés, on fait ce qu'on appelle de l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on va cultiver à l'abri des arbres avec des gains de productivité parce que les arbres et les arbustes sont des supports qui ramènent de la biodiversité dans ces écosystèmes un petit peu dégradés et qui vont profiter aux cultures. Donc bien qu'il y ait un effet d'ombre de l'arbre sur les cultures, il y a aussi un effet de biodiversité qui est présent et qui, dans un certain nombre d'écosystèmes, en fait, l'emporte largement sur les effets néfastes de l'ombre. Donc là, ce sont deux conceptions
radicalement différentes de l'agriculture, le système open field et le système d'agroforesterie. Donc pour montrer l'importance des arbres dans cette biodiversité, on peut en fait remplacer les arbres parce que les arbres produisent spontanément, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de branches qui tombent et ça fait des rameaux qui se fragmentent. Et donc parfois on peut remplacer cet effet de biodiversité dû aux arbres simplement en mettant des rameaux qui ont été passés à la déchiqueteuse. Donc sur des sols un peu dégradés, on arrive à reconstituer de la biodiversité et à ramener un réseau trophique un petit peu plus complexe. Donc les écosystèmes évoluent, ils évoluent toujours et il y aura toujours des perturbations. D'où l'importance de connecter les écosystèmes entre eux. Donc on l'a vu par des trames vertes, par des trames bleues. C'est très important que tous ces écosystèmes soient reliés parce que forcément un écosystème, un jour ou l'autre, sera perturbé. Et soit il résiste de lui-même, il est résilient, soit il y aura des organismes qui proviendront des écosystèmes adjacents et qui vont recoloniser cet écosystème, lui apportant de la résilience. Dans ce cas-là, il n'est pas intrinsèquement résistant, mais c'est le réseau de tous les écosystèmes qui est résilient. Mais si ça ne se produit pas, donc si on est sur un écosystème isolé ou si la perturbation est trop importante, alors on change complètement de type d'écosystème. L'élément qui permet cette résilience, c'est la biodiversité, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on tient tant à protéger la biodiversité, mais malheureusement on n'explique pas assez le lien entre biodiversité et résilience au grand public, ce qui fait que le grand public ne voit pas du tout l'intérêt de préserver tel ou tel papillon, tel ou tel organisme. Il pense que c'est vraiment des caprices de naturalistes, alors qu'en fait on maintient la résilience de l'écosystème. Donc cette biodiversité garde l'écosystème tel qu'il est parce que le réseau trophique, donc le réseau à travers lequel la matière et l'énergie passent, est toujours la même, c'est-à-dire que l'écosystème fonctionne toujours de la même manière. Et bien sûr, à très long terme, ce qui va permettre à l'écosystème de se maintenir, c'est est-ce qu'il y a des effectifs suffisants avec de la biodiversité suffisante. Alors pourquoi on s'intéresse autant à cette résilience d'écosystèmes et à cette biodiversité? C'est grâce à tous les services écosystémiques que ça fournit. Nous profitons d'un certain nombre de services gratuits qu'il serait tout à fait hors de prix de faire par ingénierie. Et donc bien sûr on souhaite maintenir au maximum ces écosystèmes dans leur bon fonctionnement, tout simplement parce qu'ils nous rendent service. Donc si on essaye de résumer les idées principales autour de ce thème des écosystèmes, donc au démarrage, un écosystème est un objet d'étude artificiel puisque c'est l'observateur qui dit ce qu'est un écosystème. Donc ça peut être la planète tout entière, ça peut être une bouse de vache et puis tout ce qui existe entre les deux. Quelle que soit la taille que vous avez décidé de choisir pour l'écosystème que vous voulez étudier, vous allez devoir décrire une biocénose, c'est-à-dire toutes les espèces qui sont présentes dans cet écosystème, et puis vous allez devoir décrire le biotope, c'est-à-dire les paramètres physico-chimiques du milieu. Vous allez devoir aussi décrire la distribution spatiale parce que l'écosystème n'est pas homogène ni à l'horizontale ni à la verticale. On a vu qu'il y avait tout un étagement. Il y avait des strates présentes dans cet écosystème, donc les organismes ne sont pas au même endroit, ce qui fait un élément assez important de leur niche écologique. Au sein de l'écosystème, les espèces ont de très nombreuses relations entre elles, c'est un aspect qui jusqu'à présent avait été un peu occulté dans vos cours de biologie, donc il faut remettre et avoir vraiment à l'esprit. Il y a beaucoup de relations interspécifiques, et que finalement la façon dont fonctionnent les organismes, la structure des populations, le nombre d'individus âgés capables de se reproduire, etc., tout ça ne dépend pas que des caractéristiques de l'espèce, elle dépend aussi des relations avec les autres espèces. Et en particulier, on a vu qu'un organisme pouvait vivre dans des conditions très variées de biotopes
et avec d'autres espèces très variées de biocénose aussi, mais dans un écosystème donné, il va avoir ce qu'on appelle une niche réalisée qui dépend des relations avec les autres espèces et en particulier des compétitions avec les autres espèces. Donc même s'ils peuvent théoriquement utiliser telle ou telle ressource, s'ils ne sont pas assez bons compétiteurs avec les espèces qui utilisent aussi ces ressources, eh bien ils n'y auront tout simplement pas accès. Parmi les relations qu'il y a entre les espèces, il y a les relations trophiques. Donc on a représenté sous forme de chaîne afin de pouvoir ensuite les représenter sous forme de pyramide et avoir une approche quantitative, même si on a vu que cette approche quantitative était en fait biaisée, puisque tout ça est connecté en réseau grâce au polyphage. Ces réseaux font fonctionner l'écosystème et parmi les éléments importants du fonctionnement de cet écosystème, ils participent au recyclage de la biomasse, donc au retour à l'état minéral de cette biomasse, et donc à boucler le cycle de la matière, que ce soit le cycle du carbone ou le cycle de l'azote. Du point de vue de la matière, mais aussi du point de vue de l'énergie, un écosystème est un système ouvert, il y a toujours de la matière qui rentre et qui sort, même dans un écosystème sauvage. Dans un écosystème sauvage, c'est presque bouclé. Dans un agrosystème, ça boucle pas du tout. Mais c'est pareil pour l'énergie. En fait, il y a toujours un flux d'énergie entrant et un flux d'énergie sortant dans cet écosystème, ce qui fait qu'on peut dire d'un écosystème que c'est un système thermodynamiquement ouvert dans lequel l'énergie lumineuse entrante se transforme en énergie chimique sous forme de biomasse, puis se transforme sous forme de chaleur. Les écosystèmes eux-mêmes sont soumis à évolution. Donc il n'y a pas que des origines anthropiques, il y a aussi des facteurs naturels. Un écosystème est plus ou moins résilient selon la complexité de son réseau trophique et selon sa biodiversité, mais aussi selon sa connexion à d'autres écosystèmes qui sont susceptibles de le réalimenter en un certain nombre d'espèces qui peuvent avoir disparu au sein de l'écosystème qui nous intéresse. On peut faire des approches quantitatives pour mieux caractériser la façon dont un écosystème fonctionne. Tous ces apports sont finalement des études du réseau trophique, la façon dont fonctionne ce réseau trophique, et ça permet de connaître, mais ça permet aussi de guider la gestion des différents écosystèmes. On l'a vu notamment dans le cas du surpâturage, ça permet de savoir jusqu'à combien de bovins par hectare on peut garder un pâturage de qualité. Alors, il n'est pas simple de réunir toutes ces idées sous forme d'un schéma. Ici, vous en proposez un. Donc, de toute façon, il faudrait fractionner les schémas bilans en fonction du sujet qu'on vous donne. Donc, dans les idées importantes, c'est le dynamisme d'un écosystème. Un écosystème a toujours tendance à changer. Donc, selon les perturbations, il va vers un stade plus forestier ou il revient vers un stade plus pionnier. Et dans le cas qui nous intéresse du pâturage, il reste à l'état de pâturage à cause du bovin qui fonctionne à ce moment-là comme espèce et architecte et clé de voûte. Donc il y a un dynamisme dans le temps. Il y a aussi un dynamisme fonctionnel, puisque on a un réseau trophique qui fait que le carbone, l'azote et l'énergie traversent tout ce réseau trophique. Ce réseau trophique fait fonctionner le cycle court de la matière, puisqu'il permet au CO2 de passer dans la biomasse, puis via les décomposeurs, finalement, de retourner sous forme minérale. Et puis on pourrait dire pareil pour l'azote, et on pourrait dire pareil pour l'énergie. Donc finalement, c'est le réseau trophique qui est responsable des différents cycles de la matière et du passage de l'énergie à travers l'écosystème. Et l'être humain intervient dans tous ces aspects, puisque l'être humain a un effet sur le réseau trophique. Par exemple, ici, il favorise
l'herbe, il favorise le bovin au détriment de tous les autres. En fait, il module le réseau trophique. Comme il module le réseau trophique, il module forcément le flux de carbone et le flux d'azote à l'intérieur de l'écosystème, quand bien même il ne ferait pas de récolte, déjà il a une influence, mais bien sûr en plus il fait une récolte. Et puis évidemment, il va mettre le nombre de bovins à l'hectare, lui permettant de garder cet écosystème. Il ne va pas en mettre trop, ce qui amènerait un surpâturage, ou il ne va pas laisser une parcelle sous-utilisée, ce qui l'amènerait à terme à une forêt. Donc l'être humain intervient dans le fonctionnement naturel de l'écosystème, il ne fait que modeler le fonctionnement de l'écosystème. Donc aujourd'hui, on voit se développer certaines pratiques qu'on appelle la permaculture, culture avec en utilisant surtout des plantes permanentes, qui consiste à utiliser cette connaissance des écosystèmes pour diminuer le travail et diminuer la quantité d'énergie qu'on fait rentrer dans l'écosystème en utilisant le plus possible le fonctionnement naturel de l'écosystème. Mais la limite de cette approche, c'est qu'en fait, on ne sait pas bien comment fonctionnent les écosystèmes. Pour être sûr de bien mémoriser ce cours, allez faire le quiz sur la dernière partie, donc la partie 4, pour vous assurer que vous avez bien mémorisé, ou même faites-le tout de suite aussi pour mémoriser, puisque je vous rappelle que ces quiz sont des quiz qui sont faits pour mémoriser, et donc il est normal de faire plein d'erreurs, mais vous pouvez y revenir ensuite et vérifier que vous avez tout appris. Eh bien, nos cours de biologie s'arrêtent là et je vous retrouve ensuite pour de la géologie.